j'ai essayé de choisir un titre un petit peu accrocheur, touche pas à mes gènes, mais en fait, je ne vais pas du tout rentrer dans les polémiques qui ont lieu au sujet des manipulations du génome et des problèmes de transhumanisme, tous ces trucs-là. En revanche, je vais vous parler vraiment d'hérédité, de génétique et d'évolution. Ça va être les trois volets de mon exposé. Alors, donc d'abord, quand on est passé de la génétique, de l'hérédité, pardon, à la génétique naturelle, on est passé en fait du caractère. Le caractère, c'est quelque chose que l'on observe, hein, et le gène, on est passé au gène, et l'hérédité existait bien avant, en fait, la génétique, bien avant qu'on ne sache qu'est-ce que c'était qu'un gène, bien avant qu'on ne sache qu'est-ce que c'était l'ADN, qu'est-ce que c'était qu'un chromosome. Et tout ça nous remonte aux lois de Mendel, qui datent du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Ensuite, on est passé, alors là, c'est beaucoup plus récent, de la génétique naturelle à ce qu'on pourrait appeler la génétique artificielle, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le génie génétique, les manipulations génétiques, les organismes génétiquement modifiés, etc. Et dans un troisième volet, sur lequel je m'attarderai pas mal, c'est quand on est passé, on a appliqué la génétique à l'évolution. Alors, on verra ce que c'est que l'évolution naturelle en quelques mots. Je parle toujours au niveau moléculaire, je ne vais pas parler de l'ascendance de l'homme. La révolution qu'a apporté le génie génétique, qui a été une révolution absolument considérable, qui a maintenant 50 ans. Et ensuite, je vais ouvrir un petit peu la voie à ce qu'on appelle l'évolution artificielle, alors là, qui est vraiment des projections dans l'avenir. Alors voilà, finalement, sur un schéma, le carrefour des trois notions que je voudrais aborder. Alors, les lois de Mendel, tout le monde connaît ça au moins de nom. Hein, Mendel, c'était un moine dans un monastère tchèque, je crois, qui s'était amusé à croiser des petits pois et qui avait découvert vraiment les fondements de la génétique, qui est encore la génétique moderne, qu'on appelle la génétique mendélienne. Et donc, c'était les premières lois de l'hérédité qu'on n'appelait pas encore la génétique. Par là-dessus est venu le travail de Darwin sur l'évolution, l'évolution par sélection naturelle, et puis alors beaucoup plus récemment, un siècle après finalement, le génie génétique, c'est-à-dire une génétique qu'on pourrait appeler artificielle, et même maintenant une évolution qu'on pourrait appeler artificielle. Donc première partie, l'hérédité. Alors beaucoup de caractères héréditaires ont été étudiés bien avant l'avènement de la génétique. Alors qu'est-ce qu'on appelle un caractère héréditaire? Finalement, c'est un caractère transmissible. Hein, et bien avant la découverte des gènes. Par exemple, les groupes sanguins ont été étudiés au tout début du XXe siècle. Les maladies d'hémoglobine aussi. Et des tas d'autres exemples que je ne vais pas citer ici. Alors, les lois de Mendel décrivent l'hérédité des caractères observables. C'est vraiment ce qu'on voyait. On ne savait pas ce que c'était qu'un gène, on ne savait pas tout ça. On regardait quelle était la couleur des petits pois ou les fleurs. Hein, et c'est ce qu'on appellera plus tard le phénotype. Phénotype, ça vient du grec et ça veut dire ce qui est visible, ce qui est apparent. Alors, j'essaie de vous schématiser un petit peu ce qu'a fait Mendel. Il a pris deux races de petits pois avec des fleurs blanches et des fleurs rouges. Il les a croisées ensemble, je ne sais pas très bien comment on faisait avec les plantes. Bon, toujours est-il qu'à sa surprise, il a observé qu'il y a une descendance de ce croisement. Tous les petits pois avaient des fleurs rouges. Alors là, qu'est-ce que ça pouvait être? Et ça pouvait être peut-être que le caractère blanc avait disparu. Et ça pouvait être que le caractère blanc devait être dominé par le caractère rouge. Alors, quand il a recroisé entre eux ces produits de la première génération, il a vu réapparaître des petits pois blancs, enfin à fleurs blanches. Donc, ça veut dire que le caractère n'avait pas disparu. Donc, ça veut dire que ce caractère était là, mais était dominé par le caractère rouge. Alors, je vous le dessine en bas de façon un peu plus génétique, un peu plus génotypique, mais le problème est là, la question est là,
le caractère rouge, là ici, il est dominant, et c'est la première conclusion du travail de Mendel qui est absolument fondamentale. Alors, qu'est-ce que disent ces lois? C'est ce que je viens de vous dire. À la première génération, tous les poissons rouges, lorsqu'on croise les hybrides entre eux, on va réapparaître les fleurs blanches. Conclusion, le caractère couleur existe en deux versions, rouge et blanche, l'une portée par le mâle, l'autre par la femelle, et le caractère rouge est dominant par rapport au caractère blanc qui, lui, est récessif. Alors, on sait maintenant que la fleur rouge fabrique un pigment que la fleur blanche ne sait pas faire. Maintenant, plaçons-nous dans le cas du caractère rouge que j'ai un petit peu schématisé précédemment, si c'était une maladie. Alors là, on va se trouver devant plusieurs situations. Soit ce caractère est dominant, comme on a vu tout à l'heure, et les maladies génétiques dominantes sont très rares, très graves, et une descendance souvent impossible. Les maladies sont souvent tellement graves qu'il n'est pas vraiment question de descendance. Le cas le plus général, c'est le cas où le gène, la mutation, la maladie est récessive. Par exemple, la mucoviscidose ou bien d'autres. Et là, on va voir apparaître la notion de porteur sain. Qu'est-ce que c'est qu'un porteur sain? C'est quelqu'un dont l'un des chromosomes seulement porte le gène malade. Comme le caractère est récessif, si un seul des chromosomes est malade, eh bien, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas apparence de maladie. Mais on peut transmettre à la descendance. Donc, deux porteurs sains vont pouvoir donner naissance, c'était le schéma de tout à l'heure, deux porteurs sains vont pouvoir donner naissance à deux parents porteurs sains, mais donc qui possèdent une version du gène malade, vont pouvoir donner naissance à 50% de porteurs sains également, 25% de malades, mais aussi, et ça c'est très important, dans certaines considérations qu'on pourrait avoir à propos, par exemple, du diagnostic préimplantatoire, ça va aussi engendrer des individus sains. Un quart d'entre eux seraient sains. Bon, donc, passons maintenant à la génétique, c'est-à-dire on va voir apparaître la notion de gène, et d'abord la génétique naturelle par opposition aux manipulations génétiques. Donc, quelques grandes dates. Évidemment, les lois de Mendel, dont j'ai parlé tout à l'heure. La théorie chromosomique de l'hérédité, il y a exactement un siècle, où on a pu dire que les gènes, les caractères étaient portés par les chromosomes. Et il a fallu attendre encore le milieu du XXe siècle pour découvrir que l'ADN, c'est vraiment le support de l'hérédité. Et puis la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick, et puis ensuite le mécanisme de la réplication de l'ADN et de la division cellulaire. Voyons maintenant comment se propage le caractère. Et d'abord, dans la situation la plus simple, où ce sont des organismes unicellulaires, par exemple des bactéries. Alors une bactérie produit une descendance dont les membres sont identiques entre eux et à elles-mêmes. C'est ça qu'on appelle un clone. Bon, le dernier point, c'est pas important pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les cellules somatiques? Les cellules somatiques, ce sont les cellules de notre corps, toutes nos cellules, sauf les cellules germinales, sauf les cellules sexuelles. Donc ici, dans chacune de nos cellules somatiques, que ce soit les cellules sanguines, les cellules du foie, les cellules du muscle, chaque chromosome existe en deux copies, l'une qui vient du père, l'autre qui vient de la mère. Lorsque la cellule se divise, il faut évidemment dupliquer tout ça, et ça se fait par un processus qu'on appelle la mitose. À nouveau, c'est bien important de noter ça, une cellule somatique, lorsqu'elle se divise en deux cellules filles, identiques entre elles et avec la mère, c'est aussi finalement ce qu'on appelle un clone. Donc les cellules de notre organisme se divisent aussi de manière clonale, sauf les cellules sexuelles. C'est marqué, on va voir ça après.
Donc, qu'est-ce que c'est que la mitose? C'est tout simple. Les cellules filles sont identiques entre elles à la cellule mère. Bon, ça montre que les deux cellules filles sont identiques, leur composition chromosomique est la même entre les deux filles et identique à la mère. Alors, dans les cellules germinales, c'est très différent. C'est très différent, et la réplication de l'ADN se fait par un mécanisme très particulier, très complexe, dans lequel je ne vais pas du tout rentrer, et qui est la méiose. Mais la chose importante, c'est que ça entraîne un mélange des caractères issus des deux parents. Et on va voir à quel point c'est important en termes d'évolution. Alors, la méiose versus la mitose. À gauche, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était la mitose, obtention de deux cellules filles identiques. Au cours de la méiose, il y a croisement entre les chromosomes maternels et paternels, et vous avez une redistribution. Je ne sais pas si vous voyez mon point, moi je ne le vois pas. Mais on va revoir un schéma peut-être plus explicite tout à l'heure. Ah, tiens, on va faire un petit contrôle continu. Donc, les choses à retenir, c'est la notion de dominance, récessivité, et la possibilité qu'il existe des porteurs sains. L'un de leurs chromosomes porte la mutation malade, mais pas l'autre, et apparemment, ces gens-là se portent en général très bien, et ça ne se voit pas. Le problème commence à apparaître s'ils s'apparient, s'ils font des enfants entre deux porteurs sains, et là, c'est là où on peut apparaître éventuellement un individu malade, mais aussi possibilité d'obtenir un individu qui, lui, est guéri. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Alors, à retenir aussi la notion de clone. Qu'est-ce que c'est qu'un clone? C'est une population de cellules identiques parce qu'elles sont issues d'un parent unique. Et toutes les cellules filles sont identiques à la cellule au parent unique. Alors, ça ne s'applique qu'aux organismes monocellulaires, comme des bactéries, ou aux cellules somatiques, nos cellules somatiques. Mais donc, un organisme supérieur n'est pas en lui-même un clone, mais les différentes et les très nombreuses lignées qui le composent sont des clones. La mitose produit des clones, pas la méiose. Et les lignées germinales, elles, ne sont pas des clones. Alors, on aborde la troisième, et celle qui va nous occuper le plus, c'est-à-dire l'aspect évolutif, et d'abord l'évolution naturelle. Alors, une loi fondamentale, c'est vraiment, de l'évolution, c'est vraiment la loi de Darwin. Au départ, il faut une diversité des individus, il faut avoir beaucoup de choix, beaucoup de nombres, sur laquelle on va opérer une sélection des plus aptes face à un environnement éventuellement changeant. Une notion absolument essentielle, c'est d'avoir conscience que la diversité précède la sélection. S'il n'y a pas une diversité de population, eh bien la sélection ne sert à rien. On ne sélectionne pas sur un individu unique ou sur 2-3 individus. On sélectionne sur des millions, des milliards, lorsqu'on parle de cellules. Donc pour créer de la diversité, il faut d'abord du nombre. Il faut une population très large. Parce que l'apparition de variants, on va voir par quel mécanisme après, l'apparition de variants est un phénomène très rare. Et donc, plus la population sera grande, plus grande sera la chance de voir apparaître des variants. Ça, c'est une notion très importante et qui impacte le cas actuel de la Covid-19, sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu. Première notion, l'homme est la seule espèce capable de produire du SARS-CoV-2. L'homme est le seul réservoir de virus. Donc, si on veut empêcher la circulation du virus, il faut empêcher la circulation de l'homme. Du confinement, mesures barrières, qui sont extrêmement efficaces, mais pas tenables, évidemment, à long terme. Dans un deuxième temps, il faut freiner la production de virus par les malades. Alors, le seul moyen de le faire serait des traitements, s'ils existaient, mais ils n'existent pas encore, d'où la vaccination préventive, qui heureusement s'avère très efficace. Donc, à retenir, pour empêcher la circulation du virus, il faut empêcher la circulation de l'homme, parce que seul l'homme est capable de propager le virus.
C'est pas toujours le cas avec d'autres virus, hein. Mais ici, le seul réservoir du virus corona, c'est l'homme. Alors maintenant, on va s'attarder au mécanisme par lequel on va créer de la diversité. Alors, vous voyez déjà trois chapitres, les mutations, les rétrovirus et la reproduction sexuelle. Alors d'abord, les mutations. Les mutations, ce sont au départ des erreurs dans la réplication de l'ADN. Lorsque l'ADN se dédouble pour faire deux cellules, eh bien, il y a des erreurs. Et cela révèle au départ, c'est là, il y a vraiment un phénomène purement de hasard. Et alors, la fréquence des événements de hasard peut être accrue, hein, augmentée par des facteurs d'environnement, que ce soit des facteurs physiques comme les rayonnements ionisants, les rayonnements UV, etc., le soleil, par des moyens chimiques, le tabac, l'amiante, l'alcool et des tas d'autres. Et on en verra encore d'autres exemples un petit peu plus loin. Alors, voyons d'abord quelles sont les erreurs que peut produire l'ADN en se répliquant. La réplication de l'ADN est extrêmement fidèle, extrêmement précise. Une erreur pour 10 milliards de nucléotides, c'est-à-dire d'éléments de la séquence répliqués. Ça, c'est vrai pour les bactéries. Les cellules animales font encore un petit peu mieux, 10 fois mieux. Une erreur pour 100 milliards chez les cellules animales. Ça paraît très très faible, comme ça, quasiment rien du tout. En fait, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de cellules. Par exemple, chez les bactéries, 400 000 mutations pour 1 milliard de colibacilles. 1 milliard de colibacilles, ça fait 1 milligramme. Là-dedans, vous avez à peu près 400 000 mutations qui se produisent à chaque génération. Chez l'homme, ce sont des chiffres vraiment grossiers, hein, elle touche un gène sur 1 million à chaque division, soit une erreur pour 40 cellules. Et le problème, c'est qu'on a énormément de cellules dans notre organisme. Par exemple, pour les seuls globules rouges qui se divisent assez vite, on a à peu près 60 milliards d'erreurs dans la réplication de notre ADN qui se font par jour. Donc ces chiffres qui paraissaient extraordinairement faibles, ils sont encore énormes. Heureusement, il y a une deuxième étape qui est que les systèmes de réparation vont corriger la majorité de ces erreurs. Une fois que le mécanisme de réplication s'est trompé, il y a un mécanisme de réparation qui vient vérifier par derrière et qui corrige la plus grande partie des erreurs qui ont pu être faites. Malgré ça, certaines erreurs de réplication passent encore au travers du crible et ne sont pas corrigées, et c'est alors qu'elles deviennent vraiment des mutations. Alors, une notion aussi à bien connaître, c'est que toutes ces mutations ne sont pas forcément nuisibles. Elles peuvent être neutres, c'est-à-dire il ne se passe rien, il y a des mutations, mais bon, ça ne change rien. C'est le cas le plus fréquent. On appelle ça simplement des polymorphismes. Au contraire, la mutation peut être délétère, voire même létale. Et une mutation qui est létale et dominante est sans conséquence sur l'évolution puisqu'elle est mortelle. Donc, elle ne sera pas transmise. Elle peut être aussi bénéfique. Et ça va jouer un rôle moteur dans l'évolution. S'il y a une mutation qui est bénéfique, évidemment, ça va donner un coup de pouce à l'évolution. Dernier point qui est extrêmement intéressant, c'est que certaines mutations peuvent être soit délétères, soit bénéfiques, selon l'environnement. Par exemple, dans le cas d'une maladie de l'hémoglobine, qui est la drépanocytose, qu'on appelle aussi l'anémie falciforme, est une maladie très fréquente, très invalidante, pas systématiquement mortelle, mais enfin quand même très grave. 4,5 millions de malades dans le monde, 310 000 naissances, 114 000 décès. La plupart de ces cas sont d'Afrique subsaharienne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors là, je vous remets le tableau de la loi de Mendel qui vous montre
passe là-dessus puisque j'ai déjà exposé, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Ce que je veux souligner là ici, c'est il y a dans le cas de la drépanocytose, il existe un avantage évolutif pour les individus hétérozygotes. Un hétérozygote, c'est le cas du porteur sain, dans lequel l'un des chromosomes est malade, mais l'autre est sain. Et là, il y a un avantage. Pourquoi? Parce que ces hétérozygotes sont relativement résistants au paludisme, c'est-à-dire que leurs globules ne sont pas tout à fait normaux, mais ils ne gênent pas pour l'individu. En revanche, pour le parasite qui parasite ces cellules, eh bien lui, il pousse moins bien sur ces cellules hétérozygotes. D'où un avantage sélectif, et ce qui explique la forte prévalence de la maladie dans ces régions où la maladie est fréquente aussi. Tiens, le cancer aussi est causé par des mutations. Ça, c'est extrêmement bien documenté. Et dans une tumeur, il y a en général un grand nombre de mutations. Donc, on peut dire, pas de mutation, pas de cancer. Pas de cancer, pas d'évolution. Qu'est-ce qu'on serait devenu s'il n'y avait pas eu de mutation? Eh bien, on n'aurait sans doute pas évolué. Mais puisqu'on fait des mutations, ben, ça crée des cancers. Donc finalement, le cancer, c'est un petit peu le prix qu'il a fallu payer pour évoluer. Ça vous choque, ça? Non. Voilà, un petit contrôle continu. Une mutation n'est pas forcément délétère, elle peut être même avantageuse dans certaines conditions. Dans d'autres cas, elle sera simplement neutre. Le hasard est un grand pourvoyeur de mutations. Et toutes ces erreurs de réplication, ce sont des phénomènes de hasard. Grand pourvoyeur de mutations, moteur de l'évolution, oui, mais aussi apparition de cancer. Donc, une petite incidente, même en l'absence de tout facteur extérieur, même au fond d'une tombe à 30 pieds sous terre comme Cain, pas de rayon cosmique, pas de tout ça, le cancer existera toujours. Ça, c'est un thème qui m'est cher, sur lequel j'ai l'habitude de faire des conférences uniquement consacrées à ça. Bien, deuxième aspect de la création de la diversité, les rétrovirus. Alors, qu'est-ce que c'est que les rétrovirus? Ce sont des virus RNA. Je précise tout de suite, rien à voir avec le coronavirus, qui lui aussi est un virus RNA, et qui n'est pas un rétrovirus. Ce sont deux mondes totalement différents. Et c'est important que, quand on entend des gens dire que le coronavirus veut dire s'insérer dans le chromosome. C'est tout à fait aberrant. En revanche, les rétrovirus, oui, ils sont équipés pour ça, ils sont faits pour ça. Et par exemple, le virus du sida. D'ailleurs, dans notre génome, il y a une quantité très importante de génomes de rétrovirus accumulés au cours de l'évolution, puisque presque pas moins de 10% de notre génome, celui que nous avons maintenant, eh bien, il est d'origine rétrovirale. Ça veut dire qu'au fil de l'évolution des centaines de millions d'années, on a été bombardé de rétrovirus qui sont venus s'intégrer dans nos génomes et contribuer à le faire évoluer. Donc, cette transduction par les rétrovirus, c'est quelque chose de très important comme moteur de l'évolution. Donc, les rétrovirus, il ne faut pas seulement pas toujours les craindre, ils sont un petit peu, on est un petit peu ce qu'ils nous ont fait. Troisième aspect. Alors là, la reproduction sexuée, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Ça a été vraiment un grand bond dans l'évolution lorsqu'on a inventé ça. Alors je reviens à cette diapo que vous avez déjà vue. À gauche, la mitose, la division cellulaire qui produit deux cellules fines identiques. En revanche, au cours de la méiose, qui est un processus extrêmement complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des chromosomes qui sont à la fois roses et bleus, c'est-à-dire qui sont le chromosome lui-même est un mélange de gènes du père et de la mère. J'essaie de vous le faire assez simple, mais c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et tout ça se passe dans les cellules germinales.
Alors là, ce que je vous montre, c'est vraiment la microscopie électronique, c'est vraiment la photo d'un échange entre le chromosome paternel et maternel au niveau absolument matériel. Alors, vous voyez ces chromosomes qui se chevauchent et qui échangent du matériel entre le père et la mère. C'est ça l'origine de la diversité liée à la reproduction sexuelle. Chaque cellule sexuelle est donc un mélange de caractères paternels et maternels, et chaque descendant est un individu nouveau, qui n'est pas la copie conforme d'aucun des parents. Il apparaît avec ça, dans les processus de sélection, la préférence sexuelle. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu plus de chance de se reproduire, mais ce n'est pas vraiment notre propos ici. Notion de coévolution. Le fait que certaines mutations puissent être à la fois neutres, à la fois délétères ou au contraire bénéfiques, va les faire dépendre de l'environnement. Donc, on ne peut pas séparer l'évolution du changement de l'environnement. Aucune espèce n'évolue indépendamment des conditions physiques de son environnement, des conditions chimiques, des autres espèces qui l'entourent, les prédateurs, mais aussi des changements matériels génétiques. Une notion qu'on a déjà vue tout à l'heure, sur laquelle j'ai déjà beaucoup insisté, pour qu'une mutation ait une chance de se propager, il faut qu'elle touche un nombre suffisant d'individus. S'il y a juste un mutant au milieu d'une foule, eh bien, il y a beaucoup de chances pour que ce mutant-là, finalement, pour des tas de raisons, meure. Hein. Mais alors, il y a un facteur favorisant sur lequel je vais essayer de me faire comprendre, parce que c'est très important, mais c'est pas forcément évident. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. Supposons une population de n'importe quoi, et un mutant qui apparaît à un moment. Supposons que ce soit au milieu d'une population humaine, pourquoi pas, et un mutant qui apparaît quelque part. Supposons maintenant que ce truc rouge-là, je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, supposons par exemple qu'il monte dans un bateau pour aller coloniser un autre pays, il monte avec une dizaine, une centaine de personnes, bref, très peu de monde, ce qui fait qu'ils emmènent, par chance, le mutant. Ça va donner une accélération terrible. Et donc, comme une population a été isolée à partir de ce point de départ-là, l'effet fondateur consiste à montrer qu'il y a une dérive génétique extrêmement rapide et qu'on arrive à retrouver, par exemple, dans une île, dans une région géographique bien précise, une quantité très importante de ces mutants, parce qu'ils sont issus d'une quantité très limitée d'individus, parmi lesquels il y avait un mutant. Tiens. Donc, reproduction sexuée, un très grand bond pour l'évolution, parce que des individus nouveaux apparaissent à chaque génération. Et ça, c'était pas toujours le cas dans les cellules somatiques. Au contraire, ils se reproduisaient identiques à elles-mêmes. Et là, à chaque génération, ce sont des individus nouveaux qui sont créés. Une mutation peut être favorable ou délétère en fonction du contexte, de coévolution. Et dans une population, petite population, c'est ce que j'ai essayé de montrer sur mon diapo précédent, un mutant bénéfique dans un certain contexte pourra prendre le dessus beaucoup plus vite. C'est la dérive génétique qui résulte de l'effet fondateur. Ça, les généticiens des populations sont très familiers avec cette notion-là. Quatrième partie. Maintenant, la révolution qu'a apporté le génie génétique, c'est-à-dire la capacité que l'on a à modifier et à redistribuer des génomes entre eux. Un phénomène très important, totalement impossible, inconnu avant, c'était la possibilité de transférer des gènes de n'importe quelle espèce vers n'importe quelle autre. Pourquoi ? Parce que la recombinaison est devenue un phénomène purement fait dans le tube à essai, et que les enzymes que l'on met là-dedans pour faire cette recombinaison, il suffit pas mal de savoir si l'ADN est extrait de la souris, d'une plante, d'une bactérie, de n'importe quoi, ou simplement qu'on l'a synthétisé. Donc il n'y a plus de barrière d'espèce. On peut très bien mélanger un ADN humain avec un ADN
de n'importe où. Ça, c'est vraiment une révolution. On n'en parle pas vraiment dans les médias, mais pourtant, ça a été la grande révolution. Alors, chez les bactéries, qui sont des organismes à reproduction non sexuée, la création de lignées modifiées est extrêmement simple. On va pas revenir là-dessus, mais c'est extrêmement simple. Chez les organismes, par exemple, les organismes les animaux, la souris, hein, la création de lignées transformées, qu'on appelle des lignées transgéniques, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est faisable, on en fait dans tous les laboratoires. Dans notre laboratoire, on crée tout le temps des nouvelles lignées transgéniques. Mais c'est quand même extrêmement laborieux. Je ne vous en donne pas le détail, mais si je vous donnais ce détail, vous verriez qu'à quel point c'est compliqué. Qu'est-ce qu'un organisme transgénique? C'est un organisme dont le génome a été modifié artificiellement et de façon héréditaire. C'est-à-dire que la modification va se transmettre à la descendance. Donc, c'était déjà une sorte d'évolution artificielle. Alors, je vous disais que la technologie de construction d'un animal transgénique, c'est compliqué, c'est long, mais c'est faisable. Il y a des milliers d'animaux transgéniques qui ont été créés. C'est tellement compliqué que l'application à l'homme, jusqu'à présent, enfin jusqu'à récemment, disons, est complètement inimaginable. Pourquoi? Parce que dans le processus de fabrication, notamment, il y a une étape qui consiste à croiser entre les frères et sœurs. Alors, on peut faire ça avec des souris, on peut faire ça avec des lapins, on peut faire ça. Mais avec l'homme, ça pose quand même des problèmes. Donc, ça a été très facile de dire, on ne va jamais toucher à ça. Hein. Donc, il y a un consensus qui a été qui s'est très rapidement imposé pour dire, jamais, on va faire ce genre de choses. De toute façon, on ne savait pas le faire. Les choses ont changé, parce que maintenant, on sait le faire. On saurait le faire si on le voulait. Donc, la situation a radicalement changé depuis 5 à 6 ans. Grâce à la découverte d'un nouvel outil, vous avez certainement entendu parler de ça, ce fameux CRISPR-Cas9, qui bouleverse complètement les données du problème. Alors, vous avez peut-être entendu que ça avait le prix Nobel du dernier, a été donné pour la découverte de cet outil, parce que c'est vraiment un outil. C'est un ensemble qui contient à la fois des protéines, c'est vraiment une structure complexe, mais c'est un outil. C'est pas simplement un gène, c'est un outil. Je croyais avoir la photo des 2 lauréates de ce dernier prix Nobel, peut-être quelque part. Abordons maintenant la 5e et dernière partie de l'évolution que l'on peut maintenant envisager de façon artificielle. La thérapie génique germinale, celle qu'on s'interdisait de faire jusqu'à présent, celle qui touchait nos cellules sexuelles, qui étaient donc transmissibles à la descendance, ça devient envisageable, et à court terme. 2 autres notions sur lesquelles je reviendrai après, le forçage génétique et l'évolution dirigée in vitro. Alors, un petit rappel sur la thérapie génique. D'abord, la thérapie génique somatique, qui consiste à introduire un gène thérapeutique dans les cellules de l'organe malade. Ça se fait maintenant avec beaucoup de difficultés, beaucoup de déboires. Maintenant, on y arrive, hein, et il commence à y avoir des succès bien établis. C'est vraiment quelque chose qui commence à marcher. Donc, on peut guérir un individu d'une maladie génétique par les techniques de la thérapie génique. Mais on ne guérit éventuellement l'individu, mais en aucun cas sa descendance. Or, c'est ça qui sera intéressant, c'est d'arriver à faire que ces individus guéris ne fassent pas des enfants malades. Et ça, ce serait l'objet de la thérapie génique germinale. Donc, pour devenir héréditaire, cette thérapie doit toucher les cellules sexuelles. Et pour cela, il n'y a pas 36 moyens, il faut traiter l'œuf fécondé avant qu'il ne se soit différencié en différentes lignées. Alors, si on applique l'outil, je dis toujours l'outil parce que c'est un truc complexe, CRISPR-Cas9, sur l'œuf fécondé, on peut faire exactement les modifications génétiques que l'on veut. Et c'est après qu'on va implanter l'œuf dans l'utérus. Alors, ça se fait évidemment facilement
enfin disons sans scrupule chez l'animal, c'est moins, ça pose quand même des questions chez l'homme, même si c'est tout à fait accessible techniquement, technologiquement. Et alors ça ouvre la voie à ce qui est vraiment les aspects polémiques de l'histoire sur le transhumanisme, l'eugénisme et tout ça. C'est-à-dire, on s'imagine qu'on pourrait fabriquer des gens à la mesure. Je crois que ça relève encore un peu du fantasme, mais les technologies de base sont quand même présentes. Alors, dernière nouvelle de cette histoire de CRISPR. D'abord, ça a été évidemment modifié, ça c'est la version de base, maintenant on a fait beaucoup mieux encore. Hein. Bon, je n'explique pas toutes les modifications qui ont été faites, tous les progrès qui ont été faits, mais je voudrais dire un mot sur ce qui a été le scandale des bébés qui sont nés après avoir subi cette modification germinale par ce système CRISPR. Alors ça a été fait en Chine. Ça a été annoncé, ça doit bien faire 3-4 ans maintenant, par un chercheur chinois qui a donné très peu de détails sur sa procédure. Et l'objectif était de rendre les sujets, les patients, résistants au virus HIV, virus du sida. Alors cette histoire-là, elle s'est mal terminée apparemment, puisque le gars s'est retrouvé en prison. Ça a été un véritable scandale dans la communauté scientifique internationale de voir qu'il s'était livré à ça vraiment quasiment sans aucune autorisation et qu'en plus ces protocoles, ces procédures expérimentales étaient complètement, enfin il y avait à reprendre ça partout. Mais ça avait quand même été réalisé. Donc il faut quand même se méfier. De là à dire, comme on le dit dans certains journaux, que ça peut se faire sur un coin de lavabo ou sur un évier de cuisine, bon, c'est quand même pas tout à fait ça non plus. Deuxième aspect de l'évolution artificielle, le forçage génétique. Alors ça, c'est pas forcément facile non plus à comprendre. Jusqu'à présent, ce dont je vous ai parlé, c'était de l'utilisation de cet outil CRISPR. L'outil CRISPR, c'est quelque chose qu'on va purifier, qu'on va extraire, qu'on va fabriquer. On l'extrait dans le fil fécondé, il va servir une fois pour faire la modification que l'on veut obtenir. Maintenant, c'est ici, au lieu d'utiliser simplement l'outil protéique CRISPR, si on mettait le gène qui va coder pour tout ça, dans la lignée germinale d'un des parents. Ça veut dire qu'il va produire l'outil CRISPR, mais en permanence à chaque génération. Au lieu que ce soit, il faille le faire à chaque fois, ce qui est évidemment impossible. Donc, lorsque le gène aura été introduit dans le génome de l'animal, de l'homme, pourquoi pas, mis en présence du chromosome correspondant de l'autre parent, eh bien, il va le convertir, c'est-à-dire il va introduire cette modification de force dans l'autre partenaire. C'est pour ça qu'on appelle ça forçage génétique. Bon, je dessine très mal, enfin, vous voyez l'idée, on met cet outil-là, maintenant le gène est introduit, et lorsque ce chromosome-là va se retrouver face à un chromosome non modifié, eh bien il va intégrer à nouveau cette modification. Alors, quel est l'avantage du forçage génétique? Il y a dans le cas d'hérédité classique, selon les lois de Mendel, qu'on a vu tout à l'heure, chaque descendant n'a qu'une chance sur deux d'avoir la mutation, puisqu'il va y avoir les deux chromosomes qui vont se séparer. En cas d'avantage sélectif, cette mutation va être rapidement diluée, donc il a beaucoup de chances d'être perdue. Dans le cas du forçage, on a vu comment on pouvait, avec ce mécanisme-là, envahir toute une population. Alors là, ça peut paraître intéressant, ça peut aussi susciter des questions. Par exemple, on a envisagé comme application d'éradiquer le paludisme, parce que le paludisme est produit par un parasite qui est transporté par un moustique, et à partir de ça, on peut envisager plusieurs stratégies.
soit créer une mutation chez les moustiques qui les rend incapables de transporter le parasite. Donc, toute la population de moustiques est protégée puisqu'ils sont plus capables de le transporter. Soit une autre mutation rendant les femelles stériles et toute la population de moustiques sera éradiquée. Alors, ça a été tenté. Bon, ça n'a pas vraiment abouti, mais c'est quelque chose qui est techniquement faisable. Alors, on se rend bien compte que si on veut vraiment le faire, on pourra le faire. Donc, a priori, le pouvoir disséminateur du forçage génétique ouvre la possibilité d'éliminer une population entière, voire une espèce. Là aussi, bon, c'est donc pas quand même au fantasme. Mais ça soulève de graves problématiques et environnementaux. Donc, pour l'instant, on est à un stade où on est très réservé face à l'application de cette technologie, mais elle est envisageable, elle existe. Dernier point, l'évolution in vitro. On arrive maintenant à faire évoluer un génome dans le tube à essai. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de ça, mais à quoi ça peut servir? De faire une évolution in vitro, c'est-à-dire sur un morceau de gène particulier. On va sortir le gène, on va le faire évoluer, bon, je passe les détails, dans le tube à essai et on va le remettre. Ça veut dire qu'on va faire modifier très rapidement un gène d'intérêt, peut-être un gène qui va produire une molécule d'intérêt qu'on a envie d'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Par exemple, je cite quelques exemples. Supposons qu'on veuille obtenir une protéine qui a une certaine activité enzymatique, mais on voudrait qu'elle reconnaisse un autre substrat un petit peu différent. Et les protéines naturelles, pour l'instant, ne savent pas le faire. On va choisir ce gène-là, on va le triturer dans le tube à essai, on va faire une mutagénèse, on va obtenir un très grand nombre de mutants et on va choisir celui qui va être un petit peu meilleur. De façon à progressivement, par des cycles itératifs de mutagénèse, augmenter progressivement l'activité recherchée. Ça, c'est le protocole général. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui suscite un grand intérêt pour les industriels, parce qu'on pourrait, par exemple, améliorer les propriétés de protéines existantes. Supposons, par exemple, qu'on puisse obtenir une protéine qui sache faire la même chose que ce qu'on savait faire avant, mais qui maintenant saura le faire à très haute température, ou dans un solvant organique. Ce sera un avantage industriel absolument énorme. Améliorer certains anticorps, modifier, bref, il y a un très grand nombre de possibilités qui seraient ouvertes par ça, et qui seraient extrêmement utiles, et donc qui sont d'un grand intérêt, très étudiés par les industriels. Pour l'instant, rien n'est sorti encore de ça. Mais ça, c'est vraiment une voie d'avenir. C'est là-dessus que je voulais presque vous quitter. Le prix Nobel de chimie 2018 a été attribué à une chercheuse qui travaille justement dans ce domaine, sur l'évolution dirigée. C'est-à-dire, je fais évoluer un gène particulier, pas que le génome. Je vais m'attacher à faire améliorer un certain gène, eh bien, je vais uniquement travailler sur celui-là, en faisant faire de l'évolution in vitro. Encore un contrôle continu. C'est un peu pour me rappeler ce que je vous ai dit. On entre maintenant vraiment dans l'ère de la génétique et de l'évolution artificielle. La thérapie génique germinale est devenue techniquement envisageable chez l'homme, mais elle reste interdite. Pour l'instant. Le forçage génétique, ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement, un potentiel certainement intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas utilisé, en tout cas, ce sera extrêmement surveillé, évidemment pas chez l'homme. Et alors, l'évolution dirigée in vitro, qui est là purement et simplement, en ce moment, dans les laboratoires de recherche. Pas au stade d'application. Alors, je vais bientôt vous lâcher. Et si on remontait le cours de l'évolution, si on faisait revivre des espèces disparues. Alors ça, s'il y a vraiment des laboratoires qui travaillent là-dessus, par exemple, il y a un laboratoire de l'université de Harvard, quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui est en train d'essayer de reconstruire un génome de mammouth à partir d'un génome d'éléphant. Le génome d'éléphant, on l'a. Le génome de mammouth, il va falloir en prendre des petits morceaux dans les restes de mammouth congelés qu'on a découverts et qui... Alors, il y a évidemment beaucoup
beaucoup de modifications à faire, mais le projet est vraiment en cours. Et donc on va prendre de l'ADN d'éléphant, des morceaux d'ADN de mammouth, réinsérer les morceaux de mammouth dans l'ADN et le faire porter ça, quand tout ça sera prêt, par évidemment une femelle éléphant. Dernière, là je ne vais pas du tout m'y intéresser, mais il y a aussi des travaux qui consistent à complètement envisager de changer le code génétique. Le code génétique, c'est-à-dire les lettres dans l'acide nucléique, les lettres de l'ADN qui vont spécifier un acide aminé, il est universel. C'est le même chez les bactéries, chez n'importe quelle espèce animale, végétale et tout ça, c'est le même. Et on s'est dit, mais si on changeait tout ça, il y a encore des cases vides qu'on pourrait utiliser, on pourrait modifier tout ça, et là, ça pourrait ouvrir un champ absolument énorme, totalement inconnu, totalement vierge, pour les travaux futurs. Donc, je vous laisse réfléchir à ça, et je suis disponible pour vos questions. Merci. Bonsoir, monsieur. Il y a une chose que je n'ai pas bien comprise. Vous avez à un moment parlé de la forte prévalence dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et vous parlez juste avant d'un avantage. Mais l'avantage pour qui? Excusez-moi, j'ai pas compris le début de... Vous parliez, à un moment donné, vous avez parlé de la forte prévalence, je ne sais plus quelle maladie. Ah oui, subsaharienne. Oui. Et vous avez parlé d'un avantage. Oui. Mais l'avantage pour qui? Un avantage pour notre population. J'ai parlé d'une prévalence accrue. Oui. Les gens qui sont hétérozygotes pour la drépanocytose supportent mieux, sont moins sujets, disons, à mourir du paludisme. Malgré la forte prévalence, donc. Non, c'est ça qui va créer la prévalence, parce que ces individus-là ne vont pas mourir. Vous pouvez être capable d'avoir des descendances, donc ça va augmenter le nombre. Vous avez dit aussi que le coronavirus était avec pour seul réservoir l'homme, et je croyais que ça venait de la chauve-souris, tout ça, non? Alors, que ça ait cheminé, évidemment, par différents animaux, c'est le cas de la plupart des virus, mais pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, c'est seulement l'homme qui est le réservoir du virus. C'est-à-dire, si il n'y avait plus d'hommes qui soient porteurs du virus, eh bien le problème serait résolu. Pour suivre la question qui vient d'être posée, quel est le premier homme? Quel est le premier homme qui a porté le virus du Covid? Si l'homme seul peut être porteur. Et la deuxième question, qui est un peu liée à ça, vous avez montré une diapositive dans laquelle il y avait un individu qui était peint en rouge au milieu d'une population importante, il ne se multipliait pas. Et puis ensuite, sur une plus petite population, il se multipliait au point de tout envahir. Pourquoi? Non, c'est l'effet fondateur. Et supposez qu'il y a donc un mutant qui apparaît au sein d'une population. Si vous laissez toute cette population, tout ce mélange, ce mutant est très rare au sein de la population. Donc même s'il se développe, il va avoir beaucoup de mal à envahir. Il lui faudra pour ça avoir un avantage sélectif très important. Maintenant, supposez que un petit groupe d'individus se déplace, reste isolé. La proportion de ce mutant est beaucoup plus grande par nature. Donc l'envahissement de la population va être beaucoup plus rapide. Et ça, les généticiens de population observent ça, que dans certaines régions bien particulières, éventuellement des îles, des régions où il y a beaucoup de consanguinité, où les gens ne se mélangent pas, sont complètement des isolats fermés, c'est là où mutation a des chances de se propager beaucoup plus vite. Au sein de la population. Après, si la population est isolée, ça ne va pas quitter ses frontières. Et le premier porteur du Covid? Alors là, je ne le connais pas, je ne pense pas quiconque le connaisse non plus. Mais c'est une autre question. Pour l'instant, on peut
peut spéculer partout et est-ce qu'il a été fabriqué en laboratoire? Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'informations fiables là-dessus. Pas d'informations fiables. Alors, une question qui est un petit peu une provocation. Pourquoi s'amuser, je dis ça exprès pour vous taquiner, à recréer un mammouth? Quel est l'intérêt scientifique? Oui, effectivement. Quand même, je trouve que ce serait quand même un beau succès, non? Parce que ça montrerait qu'on était capable de faire revivre une espèce disparue. Moi, je serais quand même content de voir revivre un mammouth tout de même. Je pense pas que je le verrai, mais sait-on jamais. Moi, je veux simplement dire que CRISPR, c'est ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Oh oui. Et donc, mais c'est très imagé, les ciseaux moléculaires. Oui. Mais on a utilisé le terme de ciseaux moléculaires dans d'autres circonstances, il y a bien longtemps. Par exemple, pour toutes les enzymes de restriction, qui existent par milliers. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé dans la grande presse. Mais c'est tout à fait judicieux. C'est plutôt une réflexion que je trouve un peu paradoxale que l'homme prenne du temps et de l'énergie et de la connaissance pour essayer de recréer des espèces disparues, et dans le même temps, il en fait disparaître des millions dans les années qui vont venir. Apparemment, c'est le syndrome du créateur, de Prométhée, vouloir toujours être meilleur que la nature, mais dans le même temps, on laisse disparaître la nature. Et le deuxième point, je crois qu'il y a quand même des animaux, les mustélités, notamment les bisons, qui sont réservoirs du Covid. Et d'ailleurs, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, on a éliminé tous les élevages de bisons pour pas risquer d'avoir des réservoirs, puisqu'on avait constaté que les gens qui travaillaient dans ces élevages avaient une plus forte prévalence. Alors, je me souviens d'une histoire d'élevage de bisons qui ont été détruits, mais je ne crois pas que c'était pour ce virus-là. Parce qu'il y a plusieurs. Je n'ai jamais entendu utiliser cet argument pour ce virus de la Covid, c'est-à-dire le SARS-CoV-2. Mais je me demande, je ne suis pas sûr de moi, mais je me demande si ça n'avait pas rapport avec un autre virus de la même famille. Sinon, il faudrait éradiquer tous les visons. Voilà. Bon, on peut laisser la porte ouverte. Quand je dis que c'est le seul réservoir chez l'homme, pour l'instant, c'est la connaissance actuelle. On sait que le pangolin est capable, que le pangolin soit aussi capable de transporter le virus ou de le transmettre. Ça n'a pas forcément une incidence tellement énorme. Mais j'ai voulu dire que si on veut arrêter, si le seul homme est capable d'avoir le virus en lui, si on empêche cet homme, cette population de bouger, eh bien, elle ne le transmettra pas. C'est une image, mais je pense qu'elle est quand même très proche de la réalité. Quant aux autres réflexions, ce sont effectivement des réflexions qu'on peut se faire. Pourquoi est-ce qu'on va aller sur Mars? Pourquoi est-ce que... Oui, on a parlé tout à l'heure de ciseaux moléculaires ou de ciseaux génétiques. Je ne sais pas quel est le terme. Le ciseau génétique, est-ce que ce genre de technique est appliqué j'ai cru comprendre que c'était appliqué au traitement de certains cancers du sang ou de la moelle. Vous pouvez nous le confirmer? Est-ce qu'il y a d'autres domaines d'application? Bon, je ne connais pas toutes les tentatives qui ont eu en ce moment. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a énormément. Donc, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui se développe vraiment énormément. C'est extrêmement intéressant. Ça fait 7-8 ans, 5-6 ans, je ne sais plus, que ça a été découvert. Ça a été beaucoup amélioré depuis. On utilise toujours ce terme, mais en fait, il y a des versions nouvelles qui sont encore beaucoup plus performantes, beaucoup plus précises, beaucoup plus... Et donc, je pourrais accepter qu'on fasse des tentatives dans tous ces domaines-là, mais je ne sais pas forcément.
Merci beaucoup. Je voulais savoir, vous pouvez nous parler un peu plus des rétrovirus, parce que c'est vraiment un truc extraordinaire. Notre relation avec ça, qui est finalement le virus fondateur. Est-ce que ça va continuer jusqu'à 100% de notre génome et puis... Ça a mis des millions d'années quand même. Non, mais je parle pour nos enfants, hein, c'est ça. Oui, bon, même nos enfants, ça un peu nos arrières. Hein. Bon, alors, oui, sur les rétrovirus, pourquoi on appelle ça un rétrovirus? Parce que ce sont des virus à RNA, mais qui possèdent en eux une enzyme particulière, qu'on ne trouve pas dans d'autres virus, qui est une transcriptase inverse, qui va recopier cet ARN en ADN. Et de là, cet ADN va pouvoir s'intégrer dans le génome. Alors évidemment, le virus du sida fait partie de ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à guérir. Une fois que le virus est intégré, même si on peut l'empêcher de produire plus qu'on veut, on possède quand même ce génome dans notre génome à nous. Donc c'est vraiment très difficile à éradiquer. Il y en a des tas d'autres exemples. Hein. Je prends celui du sida parce que tout le monde le connaît, mais c'est bien pour souligner aussi que ça n'a rien à voir avec le virus du corona, qui lui est un virus ARNA. Il n'y a que l'ARN, il ne sait pas transformer ça en ADN. Donc il n'y a pas à craindre qu'ils viennent nous envahir, comme on entend souvent dire. Et à ce niveau-là, on n'a pas de transcriptase inverse dans les cellules humaines. Pardon? La reverse transcriptase, elle n'est pas exprimée dans les cellules humaines. Il y a quelques travaux qui disent qu'il y en a une, mais ça n'a jamais permis d'intégrer de l'ARN. Sinon, on serait alors complètement envahi par des virus qui ne sont pas des rétrovirus. On a des signatures de rétrovirus. On sait quand même dire, ce morceau de DNA, ça vient d'un rétrovirus. Et on ne trouve pas d'autres signatures. Donc, il n'y a pas... Personnellement, je ne vois pas du tout de risque là-dedans. Parce qu'il faut bien voir que de l'ARN messager, on va bouffer dans la nourriture que l'on mange, on est envahi, hein, et pourtant, ça n'a pas pénétré dans nos cellules. Il me semble qu'il y a d'autres éléments de cellules qui sont issus du monde animal, que je pense aux mitochondries, je crois. Il me semble que les mitochondries, c'était des bactéries qui ont été incluses dans les cellules. Alors, les mitochondries, oui, c'est un génome qui n'est pas un génome nucléaire, qui code uniquement pour des fonctions, disons, de maintenance. C'est pas, entre guillemets, des fonctions d'ordre, c'est la respiration cellulaire, et les évolutionnistes disent que c'est peut-être, effectivement, des génomes bactériens qui ont été assimilés par les cellules, et qui sont distincts, ils ne sont pas dans le noyau, ils ne sont pas du tout, c'est deux entités différentes. Mais le génome mitochondrial est très, très intéressant aussi, mais il fait des fonctions pas très intellectuelles, ils ne sont pas très élaborées, mais indispensables.